tous les profs et en fait toute la France qui a vu le sosie de Blanquer en train de danser en maillot de bain devant le ministère, en fait, pendant 2 secondes, tu te fous de la gueule de Blanquer et en fait, même si c'est lui le ministre et que toi, t'es un pauvre prof payé hyper mal, en fait, pendant le moment où tu te fous de sa gueule, et ben ça fait du bien, c'est toi qui rigoles de lui, c'est lui qui est ridicule. Et même quand il est sur le plateau avec Léa Salamé, je crois, au Ruquier, et à un moment, ils lui remettent la vidéo encore, ah bah vous avez vu ce collectif, parce que les vidéos, on les voit tout le temps et tout. Mais en fait, Blanquer, il peut faire ce qu'il veut, à ce moment-là, lui est ridicule et le rapport de force est en sa défaveur. Et je pense que c'est important aussi. Pauline Rappi-Ferniaud, bonjour. Bonjour. Tu es une activiste écologiste, tu as fondé le collectif Ibiza. Tu es par ailleurs conseillère municipale d'opposition Europe Écologie Les Verts à la mairie de Boulogne-Billancourt. La COP28 vient de s'ouvrir à Dubaï, dans une ville qui est un gouffre énergétique et dans un pays qui est un des principaux producteurs d'énergie fossile au monde. Le leader des négociations, en plus de ça, c'est le PDG de la Compagnie nationale du pétrole des Émirats arabes unis. On a une impression d'unité des COP qui apparaît de manière de plus en plus manifeste, surtout depuis la COP 21 qui avait eu pour le coup un écho symbolique, mais finalement qui a mené à aucun respect de mesures concrètes. Et du coup, on a l'impression que ces rassemblements de nos dirigeants laissent penser que cette question écologiste, elle est en train de stagner. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Et est-ce que tu peux faire un retour sinon sur les mouvements climat et l'évolution de la prise en compte de la question écolo dans le débat public ? Alors déjà, sur la question de l'utilité ou l'inutilité des COP et de ces grands moments de rencontres internationales avec des leaders et des acteurs du monde entier, je pense qu'ils sont pas utiles ou inutiles en soi, ou c'est pas, en fait, c'est pas de la faute des COP et du format que ça marche pas. C'est parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont pas envie que ça marche. Je pense que si demain Emmanuel Macron avait envie, ou s'il avait eu envie à un moment d'être le grand champion du climat, il pourrait. En fait, rien qu'en France, il a des marges de manœuvre énormes pour faire beaucoup. C'est comme quand on dit que l'Europe lutte pas assez contre le dérèglement climatique, c'est pas l'Europe le problème, c'est les pays et les décidants, les dirigeants qui veulent pas s'investir ou qui n'ont pas la volonté politique. C'est toujours ça le problème. Je pense que là, on a vraiment une COP qui est peut-être à l'image de la période. En fait, on a l'impression que le dérèglement climatique, il est manifeste partout, que vraiment, ben, encore récemment, il y a eu les inondations dans le Pas-de-Calais et que même ça, on finit par s'y habituer. Quoi. Même les effets qu'on voit déjà du dérèglement climatique, on pouvait se dire avant, bah, quand ça arrivera, ce sera trop tard, mais les gens au moins se réveilleront. En fait, c'est en train d'arriver, et puis ça réveille même pas les gens. Euh, et je pense que c'est un peu à l'image de ça, quoi, la COP de cette année. On va dans... Enfin, en fait, on laisse complètement tomber les apparences. Oui, il faudrait sortir tout de suite des énergies fossiles. D'ailleurs, c'est le truc urgent central, c'est d'acter le besoin de sortir des énergies fossiles et de réfléchir comment étape par étape on sort. Et en fait, au lieu de faire ça, on va à Dubaï participer, enfin on décide que la COP, on va la faire au milieu de gens qui ont des intérêts, enfin c'est les mêmes personnes qui vont gérer la COP et qui ont des intérêts à ce que les énergies fossiles continuent d'être le cœur du fonctionnement de nos sociétés. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est toujours utile qu'il y ait des COP. Parce que là, bah déjà, ça force l'actualité médiatique pendant les 2 semaines de COP. On va en parler. Là, on en parle. Bon, évidemment, c'est pas le TF1, enfin le 20h de TF1 ou de France 2. Mais en fait, ils sont obligés un peu dans le monde entier de faire un peu de l'actualité de ce truc-là. Ça force aussi. Alors, je pense pas que voilà pour les Émirats arabes unis, ça les oblige à faire un sujet dessus. Mais je pense que pour les dirigeants occidentaux, ceux qui sont aujourd'hui les plus responsables de l'état climatique actuel, ça force aussi eux. Ils se disent ah bah faut compter des annonces à faire, faut compter quelque chose à raconter. Ça les force aussi par rapport. Il y a une forte attente de leur opinion publique à la maison sur une annonce, sur des choses qui vont se passer. Et en fait, même si personne ne croit à Macron champion du climat, je crois que lui, il y tient à son truc de champion de la Terre. Quelque part, si ça l'oblige à un moment se dire bah ok, peut-être pour la rénovation des bâtiments, l'argent qui manque, je vais le mettre, ou peut-être pour le train ou des choses comme ça, il va se dire ah bah c'est le moment de faire ces annonces-là. Alors c'est toujours pas assez, mais ça sert au moins à ça. Et par ailleurs, c'est aussi utile pour pas ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir de faire changer les choses, mais aussi pour toute la société civile, les ONG, les scientifiques climatiques et tous ceux qui travaillent sur la biodiversité, tous ces sujets-là. C'est un peu une espèce de grosse réunion mondiale
de toutes les personnes qui se préoccupent de ces sujets-là. Et donc, c'est aussi le moment où des réseaux de solidarité se font, des rencontres se font, où peuvent se créer des nouvelles stratégies pour faire pression. C'est aussi l'endroit où on peut aller directement faire pression sur les dirigeants, puisque les lobbies le font. Et justement, je conclurai en disant que si c'était à ce point inutile, si c'était à ce point inoffensif et que c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau à chaque fois, et ben en fait, les plus grands pollueurs de notre planète se donneraient pas rendez-vous massivement à ces endroits-là. Ils n'enverraient pas des tonnes de lobbyistes comme ils le font à chaque fois, si en fait, il n'y avait rien à craindre de ces moments-là. Parce qu'en fait, c'est quand même deux semaines où, même si c'est pour ne rien faire, on est quand même contraint de parler écologie, de parler de l'état du dérèglement climatique et en gros de le considérer beaucoup plus que dans d'autres réunions ou que dans le quotidien des dirigeants qui s'y retrouvent à ce moment-là. Moi, j'ai pas l'impression que, quand tu disais peut-être le retour des mouvements climat ou des trucs comme ça, moi j'aimerais bien, mais je le vois pas trop. Le retour des mouvements climat, j'ai un peu l'impression que il y a pas de, il y a même plus de grandes marches pour le climat. Il y a un peu la génération climat qu'on a appelée, je sais pas trop où elle est, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à part Camille Etienne qu'on voit sur tous les plateaux, elle est où la masse critique qui fait peur aux dirigeants? Elle est où la masse des gens qui sortent dans la rue et qui font que tous les partis politiques se sentent obligés de marcher pour le climat? Bah, je la vois plus trop. Et c'est un reproche envers personne, en fait, juste un constat, j'ai l'impression. Alors après, quand je dis ça, il y a quand même les soulèvements de la Terre, je pense que ça a donné un peu un nouveau souffle à tout le monde et ça a peut-être... quelque part, il y a des gens qui se sont dit en fait marcher c'est bien mais ça suffit plus et en fait il y a plein de collectifs partout qui font des choses et on va essayer d'amplifier le truc et c'est vrai qu'il y a eu quand même ça qui redonne un peu d'espoir. Je pense que si le mouvement écologiste dans son ensemble reprend des forces, je pense que c'est eux en vrai enfin c'est chez eux que se situe la force aujourd'hui, c'est eux qui sont capables de s'opposer à des projets, de mettre à l'agenda nationalement ces sujets-là, même quand ça se passe pas en Île-de-France et à Paris, et d'inverser le rapport de force. Si à un moment le rapport de force s'inverse, je pense que c'est à partir d'eux, en fait, de tous ces gens qui s'organisent au sein des soulèvements de la Terre. Et cet été, il y avait un festival au Larzac qui s'appelait Les Résistantes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu trop d'espoir moi pour sauver la planète ou est-ce qu'un jour il y aura est-ce qu'un jour les progressistes seront au pouvoir ou est-ce qu'un jour on pourra arrêter la destruction de notre monde et dans ce festival ça m'a donné beaucoup d'espoir en voyant un peu tous les collectifs vraiment autogérer, organiser leurs trucs et de réinscrire aussi ça dans une lutte depuis plus longtemps avec les luttes du Larzac qui existaient d'avant. Il y avait une diversité de générations dans ce rassemblement, c'était incroyable. Enfin, il y avait vraiment des gens avec leurs bébés et ça allait jusqu'à des vieux militants du Larzac et c'était super intéressant. Parce que parfois, ça me déprime un peu d'être dans des milieux très politiques. Enfin, tu as des journées d'été des écolos, les amphis des insoumis ou des trucs comme ça, où parfois on se demande en fait elle est où la rage de se battre chez les gens. On a l'impression que tout est dans des petits calculs et quelle sortie va être prise par la presse et vraiment très éloigné de ok, ça c'est la situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gagner. Et j'avais l'impression qu'au Larzac il y avait un peu ces réflexions constantes sur tous les combats locaux, comment sur chacun des combats, sur chaque thème on rassemble nos forces, comment on s'entraide, comment on se partage nos expériences et on fait que ça réussit. Et j'avais vraiment l'impression que, enfin, s'il y a aujourd'hui quelque part le cœur vivant et l'énergie quoi de la résistance à la destruction de notre monde, c'est un peu dans ces milieux-là. J'ai l'impression qu'il était. Donc voilà, j'avais commencé en disant en fait il y a plus de mouvement climat et je me suis aperçue que c'est juste que dans ma tête le mouvement climat c'était la génération climat qui manifestait en mode il faut sauver la planète quoi. Et en fait ça c'est peut-être plus politisé, plus renforcé. C'est plus passé à des gens qui avaient besoin de passer sur les luttes de terrain. Et en fait, il n'y a pas plus de mouvement climat, juste il a changé de forme et il n'a pas été dissous par Darmanin. Donc voilà, si les gens désespèrent, il faut rejoindre les soulèvements de la Terre. Justement, en parlant d'activisme, toi, tu as fondé le collectif IBSA, qui se revendique de l'écologie, mais qui est quand même touche à tout dans les actions. Ouais. Une des actions les plus connues, c'est la fête qui est organisée pour la rentrée de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, suite à son séjour à Ibiza, avec notamment l'utilisation d'un de ses sosies. D'un de ses sosies. Moi, j'en connais qu'un, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais l'utilisation d'un sosie. Vous avez aussi fait une perturbation d'un meeting de Marine Le Pen.
avec, je crois que c'était toi qui levais un énorme cœur où s'embrassaient Poutine et Marine Le Pen. Ils s'embrassaient pas, c'est une vraie photo, ils se serraient la main. Ah, ils se serraient la main. Ouais, ils s'embrassaient pas, ça aurait été trop drôle, mais non, ils se serraient la main. Et au-delà de ça, vous avez fait différents happenings, comme par exemple la fête des lobbies le jour de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Et de manière générale, vous interpellez aussi régulièrement des membres du gouvernement, comme notamment Darmanin, où vous pointez les agressions sexuelles qu'ont dénoncé plusieurs femmes. Comment vous choisissez vos combats et vos actions ? Alors déjà, tu disais le collectif IBSA où vous revendiquez de l'écologie, mais vous êtes un peu touche à tout, mais parce que je pense que l'écologie politique, ça touche à tout. On veut aussi un monde sans impunité pour les agresseurs sexuels, ou un monde où les lobbies, par exemple, ils sont dans leur coin, ou alors ils n'existent pas. Et alors, comment on choisit nos actions ? En vrai, c'est un peu en fonction et de l'opportunité, ah bah il se passe ça, il y a un truc à faire, et du potentiel pour réaliser l'action. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, moi j'avais une idée d'action et j'avais trop envie que cette action existe. Il y avait un espèce de grand méchant, un responsable, imaginons le chef de Monsanto, c'est pas lui, mais imaginons le chef de Monsanto, on savait qu'on pouvait le croiser quelque part et du coup il se dit ok, tel jour il y a le chef de Monsanto, qu'est-ce qu'on fait comme action contre lui? Et on réfléchit, et moi à un moment je me suis dit, en fait on va aller le voir, on va lui dire oh bravo monsieur, c'est trop bien ce que vous faites. Enfin franchement, moi je suis écolo, mais je dois reconnaître tant de génie, genre vous polluez le monde entier, et en fait vous continuez de pouvoir exercer, enfin c'est incroyable quand même un tel niveau d'organisation du mal. Et après je me suis dit non, encore mieux, on va faire comme dans Moi Moche et Méchant, on va envoyer genre 20 ou 30 personnes déguisées en mignons qui lui courent autour en mode oh papuche, grand méchant, on t'aime trop et tout, avec des pancartes où il y a écrit genre vive les OGM ou des choses comme ça. Et moi j'étais trop chaude pour organiser cette action. Il allait être à un endroit, on allait le voir, il fallait juste 30 personnes prêtes à être peintes tout en jaune avec des salopettes et qui étaient prêtes à jouer le mignon, parce qu'en fait juste 3 mignons ça sert à rien, il faut une masse critique de mignons et pour faire vraiment l'image. Et c'est pas toujours facile, et en fait j'ai pas trouvé assez de personnes qui étaient chaudes pour faire des mignons, et donc on n'a pas pu la faire. Et du coup ça détermine beaucoup les actions qui se font ou pas. C'est qu'il faut trouver la personne, l'opportunité, l'idée qui va avec. Et par exemple l'action avec Darmanin, ça faisait je pense 6 mois que moi j'essayais de trouver un moment où on pouvait croiser Darmanin, on pouvait le voir, où c'était possible et tout. Et là c'était le fait que la réunion soit en extérieur, où on s'est dit bon ok, on peut tous imprimer des t-shirts, ça va bien se passer, Darmanin, l'impunité en marche, on peut être visible tout autour de lui, et il y a la possibilité de lui serrer la main en lui disant on fait comme vous, une pile contre un service. Ça aurait été différent dans un autre contexte, et donc en fait on essaye toujours de voir, voilà, en gros, de croiser l'opportunité et le message politique qui pourrait se faire en même temps. Et Marine Le Pen, on avait déjà essayé de faire une action qui n'avait pas marché. En fait, on était allé au tout début de la guerre Russie-Ukraine. On était allé devant le local, le siège du RN, qui est dans le 16e. On avait apporté un énorme bouquet de roses et cette photo énorme découpée dans un cœur avec une lettre de Poutine qui disait voilà, tu me manques avec tout ce que j'ai fait pour toi et l'argent que je t'ai prêté, comment ça se fait que depuis le début de la guerre tu me parles plus, rappelle-moi, des trucs comme ça. Et en fait ces vidéos, ces photos n'ont rien du tout généré, aucun buzz, rien, le tweet a pas du tout été visible, cette action est passée complètement inaperçue. Et en fait premier tour, Marine et Macron arrivent au second tour. Le lendemain, on se retrouve avec des potes en se disant ok, qu'est-ce qu'on fait comme action Ibiza sur ce truc-là? Et il y avait une conférence de presse, et du coup on se dit super, la photo est déjà imprimée, le carton est déjà là, on rentre avec le carton et on repart dans la même dynamique de essayer de prendre le micro pour dire Poutine dit que vous lui manquez et veut savoir si vous, une fois présidente, vous allez reprendre contact avec lui. La question, c'était surtout de rappeler que Marine Le Pen, présidente, en fait, c'était alliée de la Russie et c'était fini le soutien à l'Ukraine. Et là, c'est pareil. En fait, ce qui est resté de l'action, c'est le fait que je me sois fait plaquer au sol et sortir. Mais la décision sur quelle action on faisait était vachement contrainte quand même par tout le reste du truc. Et là où on est différent d'une ONG ou d'une asso, c'est qu'en fait, des assos comme les Amis de la Terre ou NVCOP 21, des choses comme ça, ils ont une cible, des objectifs concrets à obtenir, une stratégie de campagne sur le long terme, avec différentes étapes, des logiques de rendez-vous et tout ça.
Nous, le collectif Ibiza, notre but, c'était uniquement de forcer l'attention médiatique sur des sujets qui nous paraissaient passer trop inaperçus. Typiquement, Marine Le Pen, je trouve que c'est passé très vite à la trappe, le fait qu'elle a des liens avec la Russie. Et ça, on voulait le remettre, enfin, en fait, le reforcer dans la discussion médiatique. Et en fait, même si ce qui est sorti, c'est qu'elle m'a traîné par terre, en fait, ça permettait à chaque fois de redire, je voulais rappeler les liens avec la Russie, nanana. Et en fait, chaque article rappelait que sur mon cœur, il y avait Poutine et Marine Le Pen. Et donc, à chaque fois, c'est ça l'objectif, c'est de remettre la lumière médiatique sur des sujets, de la même manière que Blanquer et Ibiza. À la base, c'est parti de... je trouvais ça très, très... ça m'indignait déjà qu'ils donnent le protocole Covid la veille pour le lendemain. Mais en fait, qu'après, ils puissent dire, oui, en fait, j'étais à Ibiza, mais non, mais c'est pas ce que vous pensez, Ibiza l'hiver, en fait, c'est pour travailler, c'est pas vraiment la fête et tout. En fait, c'était vraiment essayer de transformer l'indignation en un truc où, où les autres aussi partagent l'indignation. Parfois, tu as l'impression que tu es le seul militant politique sur Twitter à dire oh, putain, c'est hyper énervant, puis tu fais des tweets énervés, et si ton tweet il buzz, bah, ça calme un peu ton énervement, parce que tu te rends compte que tu n'es pas le seul à être énervé, mais c'est quand même assez limité. Là, on avait envie que en fait, le monde entier se dise c'est vrai, il était à Ibiza, le gars, au lieu de faire le truc, et donc non seulement ça calme un peu, je trouve, de l'indignation et la colère. Et je trouve que ça fait aussi... Enfin, quand tu utilises l'humour un peu pour ce genre de truc, ça renverse le rapport de force, même si c'est 2 secondes. En fait, Blanquer, il a humilié les profs pendant tout son mandat. Il n'a jamais été ministre de l'Éducation pour les professeurs. Il s'est jamais soucié de leurs conditions de travail. Et au contraire, il a passé son temps à dire que... je sais même pas s'il a dit que c'était des islamo-gauchistes, mais que voilà, c'était... Enfin, il les a toujours méprisés et fait des réformes qui n'étaient pas populaires et tenu un discours très très réac de droite, etc. Et là, en plus, c'était vraiment le summum de j'en ai rien à foutre de vous. C'est qu'en fait, il y a un protocole Covid à remettre en place. C'est les profs qui doivent s'adapter depuis le début de la pandémie à essayer de faire avec ce qu'ils peuvent, sans moyens, sans infos. On leur annonce dans le Parisien un truc payant la veille au soir. Pas un seul proviseur avait reçu le mail avant. Et c'est vraiment le comble de comment ne pas être vulgaire. Je vous respecte pas, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le comble de je vous méprise. Et en fait, tous les profs et en fait toute la France qui a vu le sosie de Blanquer en train de danser en maillot de bain devant le ministère, en fait pendant 2 secondes tu te fous de la gueule de Blanquer et en fait même si c'est lui le ministre et que toi t'es un pauvre prof payé hyper mal, en fait pendant le moment où tu te fous de sa gueule, et ben ça fait du bien, c'est toi qui rigoles de lui, c'est lui qui est ridicule. Et même quand il est sur le plateau avec Léa Salamé, je crois, au Ruquier, et à un moment ils lui remettent la vidéo encore, ah bah vous avez vu ce collectif, parce que les vidéos on les voit tout le temps et tout. Mais en fait, Blanquer il peut faire ce qu'il veut, à ce moment-là, lui est ridicule et le rapport de force est en sa défaveur. Et je pense que ça c'est important aussi. Le but, enfin moi Jean-Michel, j'ai rien contre lui, je le connais pas, et peut-être que c'est quelqu'un de sympa, mais en fait... politiquement, je pense que c'est important aussi parfois de redonner un peu de force aux gens, tu vois, quand ils disent ça, ils se font ah ouais, c'est vrai, ça fait du bien, quoi. Il y a plein de gens, ça leur a juste fait du bien. Et quand ça fait un mandat entier d'un ministre qui te maltraite, ça fait du bien pendant 2 secondes de pouvoir te redresser un peu et rigoler de lui et de renverser un peu le rapport de force. Et la même chose pour Darmanin, je pense que depuis le début, qu'il soit coupable ou pas de quoi que ce soit, en fait, sa présence au ministère de l'Intérieur, c'est une humiliation quotidienne ou constante pour les femmes, ne serait-ce que dans sa manière qu'il a eu de se défendre des accusations, dans la manière dont le président a dit on a parlé entre hommes et tout va bien, ou même dans la manière dont il s'est adressé à Apolline de Malherbe en disant calmez-vous, ça va bien se passer. En fait, c'est une espèce d'humiliation constante pour les femmes. Et il est un peu intouchable. Et tout le monde dit non, Darmanin, tout va bien. Et le fait qu'en fait, 10 millions de personnes aient vu cette vidéo de lui où quelqu'un lui serre la main en disant ah merci monsieur Darmanin, moi je fais comme vous une pipe contre un service et je trouve ça super. Mais en fait, pendant ces 2 secondes où les gens ils se marrent, c'est plus Darmanin qui humilie tout le monde, c'est lui qui est humilié et je trouve que ça fait du bien. T'as un peu l'impression d'une reprise de pouvoir et de relever la tête un peu. C'est nous qui nous foutons de leur gueule aussi. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire aussi avec le collectif Ibiza, de faire que quand tu regardes l'action, au moins tu te marres un peu et c'est eux qui se sentent cons, quoi. Comme ils devraient plus souvent se sentir cons. Comme tu le dis, vous faites du coup des moyens d'action qui sont drôles, qui utilisent l'humour. Et du coup, face à des moyens d'action
plus récurrent et qu'on a plus l'habitude de voir, les mouvements sociaux, les pétitions, les grèves, le collectif Ibiza, pour ça, il fait figure d'innovation dans le champ et dans ce qu'il propose du coup comme happening. Et du coup, quelle place pour l'humour pour vous en politique? Est-ce que votre stratégie, elle est en lien avec cette place de l'humour? En fait, moi, je pense pas que les gens... Enfin, en fait, l'humour, c'est pas l'inverse des trucs sérieux. C'est pas parce qu'on fait des trucs drôles que c'est pas sérieux. En fait, c'est hyper sérieux ce dont on parle. On utilise l'humour parce que pour certaines actions, c'est ce qui nous paraît être le plus pertinent ou le plus puissant, en gros. Parce que je me dis, si les gens ils rigolent avec toi, encore pour Darmanin, il y avait une radio, je crois, qui avait parlé de ce truc-là et qui avait mis la vidéo et tout le monde sur le plateau a rigolé avant de se mettre à commenter le truc et dire oh quand même c'est pas respectueux nanana et tout ça, mais tout le monde a rigolé. En fait pendant 2 secondes les gens ils ont rigolé, c'est bon, on a déjà gagné, c'est fini le débat sur est-ce que ça se fait ou pas de dire ça. Et du coup voilà, enfin c'est l'idée un peu que parfois l'humour c'est une bonne arme aussi pour attaquer les plus puissants. Mais je pense pas que déjà c'est pas l'inverse de sérieux et je pense pas aussi que les gens qui choisissent d'autres stratégies ont tort. Je pense que les différentes stratégies se valent et se complètent quoi. J'ai pas, enfin tu vois, j'ai pas la prétention de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, si je savais comment il faut faire là pour gagner des élections, pour sauver la planète, pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, je serais pas en train de vous raconter là des trucs devant la caméra. Je serais en train de le mettre en place quoi. Donc je dis à personne comment faut faire. Je dis juste comment nous on essaye de faire. Et je pense aussi que la période ou l'époque, ou je sais pas, mais c'est pas hyper drôle en ce moment, la situation politique. Pas que juste là, maintenant, tout de suite, avec le génocide en Palestine, mais plus globalement, j'ai l'impression que moi, depuis ma naissance, on ne fait que perdre des combats politiques. Et du coup, c'est pas hyper marrant, c'est un peu dur d'avoir de l'espoir. Je pense qu'on est nombreux de ma génération à se dire peut-être j'aimerais bien avoir des enfants, mais la question elle se pose pas trop parce que j'aimerais bien surtout que la Terre soit habitable jusqu'à ce que j'ai 70 ans. Et, euh, et en fait, moi, ça me fait réfléchir aussi mes modes d'action. Pendant longtemps, je me disais, je me donne à 100% dans la lutte et après, je verrai ce que je veux faire dans ma vie ou pour être heureuse ou pour faire des trucs. Quoi. Mais je voyais un peu l'engagement comme un sacrifice et je mettais tout dedans. Et en fait, faire des trucs qui n'étaient pas engagés, pour moi, c'était un peu indécent alors qu'il y avait l'urgence permanente de la situation. Et en fait, à un moment, je me suis dit qu'on n'allait pas gagner tout de suite et peut-être qu'on n'allait jamais gagner et qu'il fallait quand même que je profite de ma vie en militant. Et d'où l'idée de me dire, en fait, j'ai pas envie de faire un militantisme que sacrificiel. J'ai aussi envie que quand je milite, ça me fasse plaisir à moi aussi. Et ça rend pas pour autant mes actions moins fortes ou moins pertinentes. Et en fait, faire des actions qui nous font marrer, je pense que déjà, c'est plus facile d'embarquer des gens dedans. Et en fait, ça me rend heureuse aussi en faisant les actions. Alors évidemment, j'ai hyper froid devant le ministère de l'Éducation quand on dansait en maillot de bain, et encore pire dans la manif de prof 2 semaines après, où là je pense que je suis tombée malade, où on dansait en maillot de bain. Mais en fait, on était hyper heureux de cette action et de tous les profs dans la manifestation, que ça faisait marrer aussi. Et je pense que c'est important aussi de réfléchir des actions qui, dans le moment où on le fait, nous font plaisir aussi à le faire ou nous rendent heureux aussi de les faire. Je veux pas dire que ce que fait par exemple la dernière rénovation c'est pas bien ou c'est pas pertinent ou voilà, mais d'un point de vue coût militant, je trouve que c'est des actions très 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 coûteuses. En fait, demander à des gens d'aller bloquer une route, de les mettre directement en interaction conflictuelle avec d'autres individus qui eux aussi sont des victimes du dérèglement climatique et de notre système horrible, etc. Et de nous mettre directement en confrontation avec ces gens-là, où ça peut être violent, ça peut être conflictuel. L'opinion publique n'est pas forcément convaincue de nos actions. Parce qu'en fait, nous, c'est cool, le collectif Ibiza, les gens, ils se marrent, donc en fait, ils aiment bien. Et, euh, et en fait, je trouve que ce genre d'action, par exemple, moi, je pourrais pas les faire et je pourrais encore moins embarquer des militants les faire avec moi. Parce qu'en fait, j'aurais l'impression de cramer des gens au fur et à mesure, ou en fait, action après action, quand tu as passé 5 heures à bloquer un périph', en fait, à la fin, tu sors de ça, t'es pas bien, tu as besoin de faire autre chose pour aller mieux. Et moi, ce que je veux faire, c'est des actions qui, quand tu les fais, ok, tu peux être stressé et tout ça, mais t'es bien quand tu les fais. Et du coup, après, tu as juste envie de refaire une action parce que comme ça renouvelle l'énergie militante. Et c'est un peu ça que je réfléchis quand on fait des actions. Je me dis, j'ai pas envie d'aller faire des trucs au dur, quoi. Enfin,
Et même quand on allait chez Marine Le Pen, en fait, alors ok, je me suis fait éclater la tête par terre et j'ai eu mal pendant 4 jours, mais quand on l'a fait, j'ai pas eu l'impression que c'était coûteux, traumatisant. Non, je pense que c'était quand même un peu traumatisant parce que je m'attendais pas à être plaquée au sol aussi vite et violemment. Et après, j'avais un peu peur aussi de me faire choper par des gens d'extrême droite dans la rue. Euh, mais cela dit, enfin, on avait fait ça en mode ça va être gentil et ça va être rigolo et c'est pas un truc traumatisant. Voilà pourquoi on a choisi l'humour, parce que au moins quand les gens ils rigolent, pendant le moment ils rigolent, ça va quoi. Tu le disais, l'activisme écologiste, il prend de nombreuses formes. Il y a notamment, du coup, donc tu as parlé de dernière rénovation, mais aussi en collectif non violent Extinction Rebellion, les soulèvements de la terre dont on parlait tout à l'heure, et notamment les actions spectaculaires de Sainte-Soline. Par ailleurs, la constitution de ZAD, hein, comme à Notre-Dame-des-Landes, jusqu'à ELF, qui participe dans les années 80 à la rédaction d'un guide d'éco-sabotage et défendent des pratiques aussi d'éco-sabotage d'action directe. Toi, quel est ton regard sur les intérêts et les limites de ces différents types d'actions? Ben, moi, je pense que là, en fait, à chaque fois qu'on parle d'écologie, vraiment, on parle de la possibilité qu'il y ait une vie humaine sur Terre. Et en fait, c'est pas simplement est-ce qu'un jour il y a encore des humains sur Terre ou est-ce qu'un jour il y en a plus. C'est qu'en fait, à chaque dixième de degré, c'est des milliers de personnes en plus qui vont mourir. Et c'est pas nous tout de suite. C'est en fait les gens qui vivent déjà dans des endroits qui sont plus habitables ou qui doivent déjà se déplacer. Euh, et en fait, la situation j'ai l'impression que parfois, on oublie à quel point la situation est grave quand on va débattre sur les plateaux télé de la pertinence ou pas de saboter un golf, de la pertinence ou pas de bloquer un chantier. On a l'impression que ce qui est grave, c'est que des gens aient mis sur arrêt un chantier une après-midi. Donc, je pense que quand on parle de ces sujets-là, il faut vraiment rappeler la gravité de la situation. Et parfois, moi, même quand je suis aux endroits où j'ai l'impression d'être le plus efficace et le plus engagé, je me pose la question de à quel point c'est en décalage face à la gravité de la situation. En fait, parfois, je me dis, mais est-ce que là, quand je suis en train de faire campagne pour être députée dans ma circonscription, est-ce que vraiment c'est là que c'est utile? Alors que quand même, c'est un peu au cœur du truc où il faut faire les décisions politiques si jamais tu es député. Donc, parfois, quand je pense à la gravité de la situation, quand j'écoute des scientifiques du GIEC en parler ou des choses comme ça, je me dis, mais en fait, est-ce que là, on ne devrait pas être au niveau. C'est une question que je me pose, c'est pas quelque chose que je fais. Hein. Mais est-ce que là, on ne devrait pas être au niveau où on réfléchit à comment on va je sais pas, mais poser des bombes sur des infrastructures qui détruisent notre possibilité de vivre sur Terre. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir à est-ce que ce serait pas pertinent de kidnapper Patrick Pouyanné et d'imposer que en fait, tant qu'il y aura des actionnaires qui votent pour qu'on continue à nous emmener dans le mur, et ben les uns après les autres, ils seront kidnappés et ils seront mis hors d'état de nuire ou j'en sais rien. Mais en fait, moi, je suis même pas capable d'aller en manif dès qu'il y a trop de flics, j'ai peur et je fais demi-tour. Je sais que je ferai jamais ça, j'ai pas le courage. Mais en fait, parfois, quand on met en regard, enfin, quand on réfléchit à nos actions par rapport à l'urgence de la situation, je nous trouve hyper gentils et même je suis surprise qu'il n'y ait pas d'éco-terrorisme. En fait, normalement, là, vu la gravité de la situation, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens qui aient passé ce cap d'éco-terrorisme. Alors, je vais peut-être avoir des problèmes sur cette vidéo, mais je veux dire, j'incite pas à le faire, juste je m'interroge sur pourquoi ça n'existe pas. Et du coup, quand on parle des soulèvements de la Terre, quand on parle de tous ces trucs-là, moi, je pense pas hein, qu'on va sauver la planète en faisant de l'éco-terrorisme, ou enfin, voilà, mais en fait, je trouve que ça reste vraiment des actions super gentilles. Et, euh, et que en fait tout le monde devrait applaudir dès demain, tout le monde devrait trouver que les super-héros du monde, c'est les gens qui vont s'opposer aux méga bassines. Euh, et, euh, et donc oui, moi tous ces modes d'action, en fait absolument tout ce qui contribue à ralentir un peu la grande, je sais pas, l'avancée à pleine vitesse dans le mur est bon à prendre. Euh, Par ailleurs, sur ce que je disais sur pourquoi il n'y a pas encore d'éco-terrorisme ou pourquoi il n'y a pas des gens qui sont hyper radicaux et tout ça, je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait. Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que je fais de la politique, c'est pas que par manque de courage, c'est que je pense aussi que aujourd'hui le rapport de force est tel que en fait si demain il y a
un mec qui décide d'aller se faire sauter avec Pouyanné, le lendemain, les 3/4 des écolos se retrouvent 2 fois plus surveillés, peut-être fichés et réprimés beaucoup plus que c'était le cas avant. Et en fait, le backlash sera peut-être tel qu'il n'y aura plus de mouvement écolo du tout, ou peut-être plus la possibilité pour les écolos d'être considérés comme des interlocuteurs sérieux, et peut-être pas de possibilité non plus qu'un jour il y ait un gouvernement écolo. Donc voilà, je pense pas que ce soit non plus une stratégie qui marche, mais ce que je veux dire par là quand je dis je comprends pas que les gens fassent pas n'importe quoi, c'est que vraiment, genre, quand tu regardes la situation, tu prends n'importe quel truc, la biodiversité, la qualité de l'air, l'eau, il n'y a pas un seul domaine dans lequel on se dit pas, mais en fait, on n'aura plus à boire et en fait, on ne pourra plus avoir à manger non plus. Et je trouve ça fou, en fait, qu'on réussisse à en discuter de manière vraiment tout à fait déconnectée de la gravité de la situation. Et qu'on arrive à penser, du coup, qu'on en parle de manière tellement euphémisée du dérèglement climatique, c'est tellement euphémisé la manière dont on en parle, qu'à côté de ça, dès qu'on parle de mouvements écolos qui décident de désobéir à des règles et qui ne font jamais de violence aux personnes, c'est que des dégradations matérielles. S'il y a des dégradations, on a à chaque fois l'impression que c'est ça qui est grave, enfin, que vraiment là, il y a la République qui est en jeu, la sécurité de la France et tout. Et je trouve ça un peu fou, le décalage entre le... Enfin, ouais, qu'est-ce qui semble important dans le débat public aujourd'hui. Tu disais que tu t'étais présentée en tant que députée. Par ailleurs, tu es aussi conseillère municipale. Comment tu penses que le changement, ce changement qu'on attend politique, il viendra? Est-ce que c'est parce que tu penses que ça viendra de la prise de pouvoir nationale, ou est-ce que c'est plutôt d'action locale? Je pense qu'il faut tout à la fois. Enfin, vraiment, faut être partout. Faut être plus nombreux. Mais je pense que il faut des écolos qui se présentent à toutes les élections, il faut des écolos qui gagnent un jour à tous les échelons. Et en fait, si un jour on arrive à être, si un jour il y a une présidente écologiste en France, je pense qu'il faut tous les mouvements écolos qui sont prêts à être mobilisés pour faire pression pour que le programme écologiste annoncé soit mis en place. Parce que en fait, ceux qui sont nos ennemis aujourd'hui, ceux qui n'ont pas ces intérêts-là, ils seront prêts à faire de l'opposition. Et en fait, même avec un gouvernement écolo, il faudra des mouvements écolos plus radicaux dans la rue qui poussent pour ces changements-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a des maires écolos qui sont maires de grandes villes. Et en fait, je parlais avec une maire un an après son élection et je lui disais alors, je sais qu'elle est un peu comme moi, un peu angoissée du dérèglement climatique, un peu pressée par l'urgence, l'envie que tout change vite, parce qu'en fait c'est évident, les problèmes sont connus, les solutions sont connues et il faudrait y aller plus vite. Et un an après, elle disait c'est très frustrant parce qu'en fait on se rend compte que on peut faire beaucoup de choses, mais que souvent on est bloqué par le fait que en fait, tant qu'on n'a pas le pouvoir au niveau national, ça suffira pas, quoi. Et donc je pense qu'il faut prendre le pouvoir partout. Et il n'y a jamais de petite victoire, c'est toujours ça de gagner. Parfois, on se dit de toute façon, les 1,5 degrés, on restera jamais en dessous et c'est foutu. Mais comme chaque dixième de degré, eh ben, c'est déjà des milliers de personnes sauvées ou pas, ou genre précipitées sur les routes de l'exil plus vite ou pas. Ou, enfin voilà, ça vaut toujours le coup de gagner un peu. Et en fait, même si on s'oriente vers... Enfin, c'est pas vraiment gagner ou perdre, c'est en fait à quelle vitesse tout se dégrade, ou est-ce qu'on peut sauver un peu des conditions de vie sur Terre. Dans tous les cas, en fait, même s'il y a des formes d'effondrement ou de petits effondrements ou des moments de grosses crises, comme en fait la crise du Covid a pu un peu laisser préfigurer comment d'un coup il faut repenser tous nos modes d'organisation, on était d'un coup confronté à un virus mondial face auquel on ne savait pas comment s'organiser, etc. Et ben en fait, je pense que dans ce genre de moment, avoir des responsables qui sont des écologistes, comme si on est confronté à des catastrophes naturelles, etc., avoir des responsables écologistes, ça change aussi la manière dont est gérée les conséquences du dérèglement climatique. Je pense que si pendant le Covid en France, on avait eu un président ou une présidente écologiste, eh ben, je pense que la gestion aurait été différente. Au lieu d'avoir une obsession du contrôle des gens, du contrôle des infos qu'on leur donnait, du contrôle de leurs déplacements, etc., et ben, en fait, on aurait
plus, je pense, eu une obsession de comment on prend soin des gens, comment on fait pour que la communication soit le moins anxiogène possible, comment on explique où on en est, pourquoi on fait ça et pourquoi il faut rester chez soi, porter un masque, etc. Et j'ose espérer qu'on aurait été capable, par exemple, enfin, pour moi, le Covid, c'est un moment où on a vraiment perdu une partie des gens dans la confiance aux institutions. C'est un peu, enfin, c'est hyper grave parce qu'en fait, les gens, ils se mettent à douter du gouvernement, parce que le gouvernement ment, et a menti plusieurs fois, et on le voyait, mais dans cette défiance des institutions, il y a des gens qui se tournent vers des médias alternatifs, vers vos vidéos, vers Mediapart ou des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui sont partis dans des trucs complètement complotistes et qui doutent aussi du GIEC qui serait un lobby, des écologistes qui seraient des escrocs, etc. Et il y a des gens avec qui maintenant c'est hyper difficile de parler. Et je pense qu'au moment du Covid, il y a vraiment eu une cassure et une défiance envers toutes les institutions, donc les médias sans distinction, le gouvernement, les agences de santé, tout. J'ose espérer que si on avait eu, par exemple, un gouvernement écologiste, au lieu de dire si vous achetez des masques au début, vous aurez une amende, ou mettez pas le masque, ça sert à rien. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas mettre le masque, il faut surtout pas mettre des masques. Et après, dire à tout le monde si vous mettez pas le masque, c'est une amende, etc. Moi, j'ose espérer que des écologistes au pouvoir auraient dit, en fait, il y a quelques années, on a merdé, on n'a pas renouvelé les stocks de masques. En fait, oui, il faudrait mettre des masques. Et si vous avez la possibilité de vous fabriquer des masques, faites-le. Et en fait, quand on aura commandé assez de masques, oui, le port du masque sera obligatoire. Je pense que dire aux gens, oui, il y a des trucs où on a merdé, ou voilà quelle est la situation, c'est la seule manière qu'ils aient confiance en toi comme responsable politique. Et j'ose espérer que des écolos sur des trucs comme ça auraient géré différemment. Et c'est pour ça que même si c'est perdu pour les 1,5 degrés, même si c'est perdu pour les ours polaires, même si c'est fini pour une partie de la biodiversité, et en fait, pour gérer la crise, avoir des responsables politiques qui mettent au centre les êtres humains et le vivant et comment on prend soin des autres, ça peut radicalement changer la manière dont on va tous ensemble vivre ces bouleversements. Tu es une activiste, comme tu le rappelles, tu fais aussi partie enfin, tu es une écolo et tu fais partie du parti Europe Écologie Les Verts. Il y a d'autres partis qui portent des programmes politiques avec des forts pans écologistes. Je pense évidemment à la France Insoumise. Et t'arrêtes pas de souligner du coup l'urgence de la catastrophe écologique et en parallèle la ligne qui était portée aux dernières élections par le parti Europe Écologie Les Verts, c'est la ligne de Yannick Jadot. Voilà. Du coup, pourquoi faire partie d'Europe Écologie Les Verts plutôt que d'un autre parti politique? Plutôt que la France Insoumise? Parce que la France Insoumise, c'est pas un parti. Non, alors déjà, moi je suis pas arrivée chez les écolos par Yannick Jadot. Enfin, c'est pas. J'ai rien contre Yannick. Il était engagé dans l'écologie avant même que je sache ce qu'est Europe Écologie Les Verts. Et du coup, j'ai un peu de. Enfin, je respecte mes aînés qui portent le combat depuis longtemps, quoi, et qui, quelque part, ont eu une utilité ou en ont toujours une. Mais c'est sûr que c'est pas la manière dont moi je ferais. Et c'est pas ma ligne préférée dans notre parti. Et chez Europe Écologie Les Verts, il y a eu des primaires où moi je soutenais Éric Piolle. En fait, pour moi, le candidat qui aurait pu nous emmener au second tour, qui aurait pu faire une large union et qui pouvait convaincre au-delà, pour moi, c'était Éric Piolle. Je pense encore que c'est une des personnes politiques qui est les plus intéressante dans sa manière, dans son rapport à la politique et dans sa vision de l'écologie et du pouvoir, en gros. Mais donc moi, je m'étais engagée pour Éric Piolle, mais en fait, je me suis aussi engagée dans un processus qui est une primaire. Et je pense que si on veut que des trucs marchent, on peut gagner que collectivement. Et en fait, pour gagner collectivement, il faut accepter les règles du jeu collectif, même quand elles ne marchent pas pour nous. Parce que sinon, en fait, il n'y a plus de collectif. Et c'est ce qui s'est passé pour la primaire des écolos. Moi, j'étais vraiment très, très engagée pour Piolle. J'étais pas du tout convaincue à la base par la candidature de Yannick Jadot. Et je le dis d'autant plus confortablement qu'après, j'ai travaillé dans sa campagne. Donc, vraiment, à la base, je n'étais pas du tout convaincue. Mais en fait, je me suis engagée dans un processus de primaire. J'ai soutenu un candidat. Il n'a pas gagné.
Et j'ai été convaincue au fil de la primaire de la pertinence d'avoir un candidat écolo. Et aussi, j'ai été convaincue par les débats, en fait. J'ai été super fière que notre parti soit capable d'organiser des débats au sein de nos candidats, et par la richesse et je sais pas, le niveau des débats, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, à l'issue de cette primaire, de toute façon, je soutiendrai le candidat qui en sort. Et ça a été Yannick Jadot. Et en fait, voilà, je me suis engagée à la fin dans sa campagne. Mais c'est pas. En fait, si demain il y avait à nouveau des primaires pour choisir un candidat pour la présidentielle, à nouveau, c'est pas Yannick Jadot que je choisirais parce que je pense toujours que c'est pas la meilleure ligne de ce qu'il y a chez nous. En tout cas, c'est pas celle par laquelle je suis convaincue. Mais aujourd'hui, en fait, quand il n'y a pas d'écologistes, quel que soit le niveau, il n'y a personne d'autre qui parle d'écologie. Au niveau municipal, même au niveau des présidentielles, tout le monde veut parler d'écologie, mais en fait, quand dans les majorités, il n'y a pas d'écolo, oui, l'écologie c'est important, mais il y a toujours une autre priorité. Il n'y a que le parti écologiste qui en fait vraiment son truc de base. Et en fait, il y a la différence entre les insoumis et les écolos. On pose souvent la question parce qu'on réfléchit le débat politique qu'au niveau national. Il n'y a que la présidentielle qui compte. Et en fait, être écologiste, quand tu es conseiller municipal, bah, il n'y en a presque pas. Être France Insoumise, moi, dans ma ville, en fait, il y avait un insoumis, c'est tout. Et quelqu'un avec qui je me sentais en désaccord sur toutes les questions de féminisme, d'antiracisme et tout. Enfin, vraiment, il n'y avait pas d'implantation insoumise locale. Et en fait, à part au niveau national et pour la présidentielle, l'ancrage local aujourd'hui des insoumis, il n'y en a pas beaucoup, alors que les écologistes, un peu partout en France, même s'ils ne sont pas très forts, il y a des petits groupes locaux de gens qui font vivre le parti depuis 40 ans et qui essayent, en fait, qui sont ancrés localement dans plein d'associations, dans plein de combats locaux, qui font vraiment vivre la démocratie localement. Et en fait, moi, je voulais être dans un parti, je voulais être dans un groupe qui avait des échelons locaux et à différents niveaux, où tu peux organiser du débat interne, où en fait, tu es un réseau de gens qui s'entraident, et pas dans un mouvement un peu gazeux, quoi. Et, et chez les écolos, je pense pas. En fait, je pense pas que les écolos, par exemple, soient moins combatifs sur l'urgence environnementale. Je pense qu'il y a une différence de ton, mais il n'y a pas une différence fondamentale dans la radicalité des mesures qu'on propose par rapport au dérèglement climatique. On ne l'exprime pas pareil, mais dans l'analyse de l'urgence et dans la radicalité des mesures proposées, je pense que les écolos n'ont pas à rougir de ce qu'ils proposent par rapport aux insoumis. Une fois que j'ai dit tout ça, moi, depuis le début, je me suis toujours sentie un pied France Insoumise, un pied écolo. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me sens plus représentée par ce que portent certains insoumis ou certaines insoumises. Il y a énormément de manifestations où je suis allée alors, il y a des écolos, ils sont tout le temps là, je les vois dans toutes les manifs. On a aussi un problème de visibilité, c'est-à-dire qu'il y a des écolos en manif, je le sais parce que je les connais, on n'a pas la banderole, on n'a pas la musique et on n'a pas les drapeaux, mais on est là. Mais en fait, il y a des rassemblements aussi où en fait, j'étais contente qu'il y ait Éric Coquerel parce qu'il était tout le temps là avec son écharpe. Et en fait, quand j'ai peur parce qu'il y a de plus en plus de policiers, je me dis bon, au moins il y a Éric Coquerel. Donc oui, il y a beaucoup de choses que j'aime bien à la France Insoumise. J'ai pas envie de les jeter à la poubelle comme d'autres pourraient en avoir envie dans d'autres parties de la NUPES, par exemple. Et je me suis toujours sentie, ouais, en fait, entre les deux. J'ai toujours bien aimé les deux. Et parfois, c'est difficile à tenir parce que des deux côtés, il y a des gens qui détestent l'autre côté. Mais moi, j'ai des copains dans les deux. Et dans le collectif Ibiza, il y a des écolos, des insoumis. Et même au lendemain du premier tour où tous les insoumis détestaient le reste de la gauche de ne pas avoir été avec eux, parce que sinon ils étaient au second tour, on déteste Roussel, on déteste Jadot, etc. Ben, le collectif Ibiza, on était un mélange d'insoumis et d'écolos rassemblés ensemble à décider comment on pouvait faire que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Mais voilà, moi, dans mon engagement à moi, je me sens aujourd'hui bien chez les écolos. Sachant aussi que j'essaye souvent, je me demande souvent où est-ce que moi, toute seule, je suis le plus à l'aise. En fait, peut-être, si des gens ont parti, voilà, ça, ils vont détester. Mais en fait, peut-être que s'il y a des gens qui me disent, ouais, moi j'ai envie de m'engager dans un parti et je vais m'engager à la France Insoumise, je vais peut-être pas leur dire ah non, surtout pas, viens chez les écolos. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'ils vont trouver à la France Insoumise qu'ils trouveront pas chez les écolos. Et puis, il y en a d'autres qui veulent aller chez les écolos et ça se rejoint pas forcément.
Et des gens qui vont me dire, ah, moi j'ai envie de voter France Insoumise, c'est pas forcément à eux que je vais dire, ah non, vote écolo. Moi, je veux bien aller chercher ceux qui votent pas encore et leur dire de voter pour nous, quoi. Euh, moi, là où éventuellement je peux être plus. Enfin, en fait, je me dis que si moi, aujourd'hui, élu écolo, je trouve que sur la Palestine, on parle pas assez, ou on n'est pas assez énervé, ou on n'est pas assez nombreux dans les manifs, bah, en fait, moi, je peux dire ce que je veux, ou en tout cas dire ce que je pense être juste sur cette question-là. Et je le dis en tant qu'élu écolo. Et je pense que potentiellement, ça a plus de force que si demain j'étais insoumise. Parce qu'en fait, demain, je rajoute juste une voix à plein de voix qui disent déjà tout un tas de choses avec lesquelles je suis d'accord. Alors qu'aujourd'hui, je le dis depuis élue de Boulogne-Billancourt, blanche avec les yeux bleus, bourgeoise. Et je peux dire, ouais, il y a un génocide en Palestine. Et aujourd'hui, en fait, tant qu'on n'agit pas, on est complice. J'ai l'impression que ça a plus de force potentiellement, parce que en fait, il y a tout un tas de privilèges auxquels je renonce pas et que j'utilise pour pouvoir en parler. Si demain, parce que je me sentirais 100% alignée avec des positions du NPA, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà, si demain j'allais au NPA pour porter ce discours-là, ce serait juste, ah oui, une petite meuf en plus du NPA. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si j'ai l'étiquette ELV pour dire ce genre de choses, potentiellement, ça peut être plus aidant, même pour certaines personnes de la France Insoumise ou certaines personnes du NPA, de dire oui, bah, il y a aussi des voix des écolos qui disent ce que je suis en train de dire. Donc au-delà de la question de quelle est la meilleure stratégie entre les écolos, les insoumis, le PS ou j'en sais rien, à l'échelle de moi toute seule, quelle est ma place qui maximise mon utilité, peut-être que c'est chez Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. On a l'impression, et encore en t'entendant, qu'il n'y a pas de ligne commune au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts, mais bien des lignes différentes qui sont vraiment portées par différentes figures. Mais on a pu le constater, comme tu le disais, au moment des primaires. Du coup, qu'est-ce que l'élection de Marine Tondelier, qui est une proche de Cécile Duflot et aussi une proche d'Éric Piolle d'ailleurs, à la tête du parti, dit des Verts aujourd'hui et des tendances en interne? Eh ben, je pense que l'élection de Marine Tondelier, elle dit surtout que les gens, ils en ont marre de l'organisation de nos tendances internes actuelles. Parce qu'en gros, Marine Tondelier, elle a été élue sur la proposition notamment de réformer le parti. Et moi, je suis pas des écolos depuis assez longtemps, mais je crois que c'est rare que quelqu'un soit élu avec une telle majorité, enfin avec un tel score au premier tour. Et beaucoup de gens ont décidé, alors qu'ils étaient issus de tendances très diverses, beaucoup de gens ont voté Marine en disant nous, on a envie d'avoir une ligne commune, claire, et d'arrêter avec ces espèces de conflits internes. Parce qu'en fait, chez les écolos, oui, il y a des différences de lignes, mais en fait, il y a aussi un problème structurel dans le fonctionnement du parti qui fait que on se bat pas forcément sur des différences de lignes, mais sur une instrumentalisation de différences de lignes pour des différences de personnes. En gros, si j'essaie de vulgariser le fonctionnement des écolos, pour les élections, pour toutes nos élections, on désigne les personnes en fonction de l'équilibre de nos courants. Toutes les listes qu'on fait 30 aux élections nationales en interne doivent avoir 30% de candidats éligibles pour les européennes en haut de la liste. La liste qui a fait 6 doit avoir, je sais pas, 6% de candidats, etc. Ce truc de la proportionnelle où on essaye de faire que tous les courants sont représentés, c'est-à-dire que s'il y a 15 courants, il faut aussi que chaque courant puisse avoir sa personne représentative de son courant. Ce fonctionnement en courant, ça fait que il y a une prime un peu. Plus tu es dans un petit courant, plus tu as une chance d'être bien représenté dans les élections. Enfin, en fait, si les 3/4 du parti sont dans le courant majoritaire, tu as beaucoup moins de chances en étant dans le courant majoritaire d'avoir une place éligible. Par contre, si tu es dans un petit courant que tu as fondé avec 4 potes, tu as beaucoup plus de chances après toi, en tant que représentant de ce courant, d'être vachement bien représenté dans tout. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche les écolos. Et en fait, pour justifier au moment du Congrès national d'être pas dans le courant majoritaire, et ben en fait, il faut que tu justifies une différence de ligne idéologique. Et donc, par exemple, tu vas pouvoir dire, bah ok, moi, je dis que en fait, les territoires sont pas assez représentés, et donc je vais faire un courant uniquement sur le fait que les territoires soient pas assez représentés, et par rapport au fait que Paris occupe tout l'espace. Et puis en fait, des gens qui sont élus à Paris, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, moi, dans ce courant-là où j'étais la fois d'avant, il y a telle personne qui après voudrait être candidat pour les sénatoriales, et moi, j'aimerais bien aussi être candidat pour les sénatoriales. Donc plutôt que de rester dans le même courant idéologique que cette personne, même si on a le même courant, et ben je vais aller dans le courant des territoires, en disant que Paris aussi, à la base, en vrai, c'est un territoire, donc s'il faut mieux représenter les territoires, Paris aussi. Je vais dans le courant des territoires, et après, du coup, je pourrais plus facilement être candidat pour ce truc-là.
Et ça, c'est toute la réflexion qui se passe à chaque fois pour les congrès. Et donc, à la fin, on se retrouve avec... alors, le dernier, il y avait 6 courants, mais en gros, des grands courants différents. Mais au sein de chaque courant, il y a des gens qui pensent à peu près les mêmes choses ou des choses différentes. Et après, pour exister en interne, eh ben, ceux qui ont fait la motion, par exemple, centrée sur les territoires, ou ceux qui vont faire une motion comme c'était celle autour de Sandrine Rousseau, évidemment, il y a des cohérences. Il y a des gens qui étaient à fond féminisme, antiracisme, etc., qui se sont dit on va aller dans le truc de Sandrine Rousseau, mais il y avait aussi des calculs de si je suis là-dedans, j'ai plus de chances d'être élue dans tel truc. Et par exemple, ceux qui ont fait le courant les plus antiracistes et les plus féministes, ils ont intérêt, dès qu'il y a un truc, à redire ah, ça c'est pas assez féministe ou ça c'est pas assez machin, parce que c'est ce qui justifie leur existence en tant que courant différent. Et même si en fait il n'y a pas vraiment de sujet sur ça, et ce territoire, ils sont là pour dire ah, le territoire est pas assez représenté, des choses comme ça. Et aujourd'hui, chez les écolos, ça parasite beaucoup tout notre fonctionnement interne et tous nos débats. Et on a énormément d'espèces de faux débats parce que ça permet à chacun de justifier l'existence de son courant qui justifie sa représentation dans différentes élections à l'extérieur et tout. Et ça, beaucoup de gens en ont marre en vrai, parce que personne, si, il y a des gens qui aiment bien passer leur vie à faire de l'interne, mais la plupart des gens, ils aimeraient bien qu'on change le monde à l'externe et qu'on passe du temps à s'organiser pour changer le réel, à essayer de prendre le pouvoir, à parler dans les médias, à réfléchir à nos stratégies. C'est toujours parasité par le fait que chaque courant à l'interne veut être représenté à l'externe. Et beaucoup de gens qui ont envie que ELV change le monde, ont envie que ELV se change lui-même. Et l'élection pour moi de Marine Tournelet, ça voulait dire ça. Qu'en fait, on choisissait une secrétaire nationale qui disait en fait, on arrête avec ces conneries de motion et au moins, on arrête avec le fait que ce soit l'émotion qui détermine comment sont représentés les gens et que maintenant, les motions, elles représentent des courants d'idées ou qu'on peut trancher au moment des congrès. Voilà, c'est ça notre ligne. Et en fait, après, on débat sur d'autres critères de qui on va mettre à telle élection. Ça, le processus, il est en cours, c'est censé être ça, la refondation des écolos. Et je crois dans cette fondation, il y a des gens qui ont mis beaucoup d'espoir dans le fait qu'on change vraiment nos statuts et qu'on trouve une manière plus fonctionnelle de faire exister notre débat démocratique et en même temps d'être un parti efficace. Pour moi, ça veut dire ça, l'élection de Marine Tournelet, plus qu'un courant clair on est plus de gauche que Yannick Jadot, on est plus ceci, on est plus cela, mais plutôt l'idée en fait, là, on a envie d'un parti qui fonctionne et qui soit à la hauteur de la situation, quoi, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, le mouvement politique écologiste français est peu à la hauteur de la situation et sociale, et environnementale, et climatique, et j'ose espérer que cette refondation permettra d'être à la hauteur de la situation. Est-ce que la ligne qui est incarnée par plusieurs figures des Verts ne pêche pas pour une forme de déconnexion des réalités quotidiennes des gens Autrement dit, comment sortir de l'image pour beaucoup de personnes d'Europe Écologie Les Verts comme poussant une écologie un peu punitive, moralisante, individualisante, formée par plutôt les classes bourgeoises urbaines contre les pauvres et notamment les pauvres ruraux. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette question. C'est qu'en fait, déjà, il y a la question de... En gros, ELV, on porte l'image de ce que les gens perçoivent de l'écologie. En fait, l'image qu'on a de l'écologie aujourd'hui, c'est pas ELV qui l'a créée, c'est en fait ceux qui aujourd'hui veulent faire de l'écologie sans en faire. En fait, l'écologie punitive, c'est les politiques pas vraiment écologistes mises en place par Macron ou mises en place par ceux qui n'ont pas envie de faire de l'écologie. Et donc les gens, ils ont l'impression que l'écologie, c'est punitif. Quand le bio c'est cher, quand le carburant est cher, et en plus on le fait culpabiliser d'utiliser leur voiture, etc. Mais je ne crois pas que ça, ce soit le discours des écolos. Donc en fait, la question de comment on sort de l'image de l'écologie punitive, c'est plutôt comment nous, on arrive à raconter nos récits et à imposer nos récits. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, et pas seulement pour les écolos, mais aussi pour les féministes et pour la gauche, je veux dire, les féministes ne sont pas du tout l'impression qu'on en a des féministes. Et à chaque fois, on dit, ouais, c'est les féministes, elles desservent la cause, leur image ceci, leur image cela. Mais c'est pas comme ça qu'elles sont, les féministes. Moi, je connais aucune féministe qui est pas bienveillante, pas à l'écoute. Je connais pas de féministes qui ont rayé tous les hommes de leur vie. Enfin, je veux dire, mais toutes ces images,
C'est parce qu'en fait, on n'a pas le pouvoir sur les récits qui sont faits de nous, puisqu'on est des groupes minoritaires ou minorisés, et du coup, on n'a pas le pouvoir sur les récits qui sont faits de nous. C'est la même chose sur l'écologie, et même par exemple pour les véganes, en fait. On me dit tout le temps, ah ouais, mais en fait, les véganes, ils en ont rien à foutre des enfants qui meurent à l'autre bout du monde. D'ailleurs, ils préfèrent les animaux que les enfants. Mais quel végane fait ça? Enfin, je veux dire, avoir de l'empathie pour les êtres qui sont pas des humains, ça veut pas dire que tu as moins d'empathie pour les autres. Et aujourd'hui, je pense que la question à laquelle est confrontée Europe Écologie Les Verts, c'est que, et tous les écologistes en général, c'est comment on fait, nous, pour raconter ce qu'on est vraiment et ce qu'on veut vraiment et quels sont nos programmes. Aujourd'hui, à Lyon, par exemple, il y a une taxation qui a été mise en place pour essayer de réduire la place des SUV dans l'espace, enfin dans les rues, quoi. Et il y a une nouvelle, du coup, comment on dit, un nouveau prix, une nouvelle... Taxation. C'est pas taxation, c'est un nouveau... Tarification. Tarification, oui. Il y a une nouvelle tarification pour le stationnement à Lyon. Et bien, c'est une tarification qui est sociale, qui fait que quand tu as une grande famille, c'est OK d'avoir une grande voiture. Ceux qui ont moins d'argent, ils ont vraiment réfléchi à tous les critères. Et en fait, c'est ça des politiques écolo. Le problème, c'est que la plupart du temps, les politiques qui sont tamponnées écolo ne sont pas portées par des écolos et ne sont pas des politiques écolos. Et en fait, aujourd'hui, on fait des trucs parfois anti-écolos au nom de l'écologie, ou alors on invente des nouvelles taxes au nom de l'écologie, mais c'est pas du tout de l'écologie. Et malheureusement, nous, qui portons l'écologie, eh ben, on n'a pas la puissance médiatique et la force pour raconter un autre récit. Et on a aussi... en fait, on doit aussi se justifier d'une écologie qui n'est pas de l'écologie qui est faite par d'autres, et du coup, qui est effectivement une écologie punitive, mais qui n'est pas de l'écologie. Et donc ça, je pense que c'est pas... Enfin voilà, c'est pas de notre faute. Enfin, c'est pas à cause de politiques que nous on a mis en place que l'écologie est vue comme punitive. C'est plutôt à cause de notre difficulté Enfin, en fait, c'est notre faiblesse. C'est juste qu'on est faible médiatiquement dans le débat public. De la même manière que la plupart du camp progressiste. Aujourd'hui, on est toujours sommé de répondre à des questions qui parfois n'existent même pas dans les questionnements quotidiens des gens. On est invité sur des plateaux pour commenter des choses un peu hors du temps, quoi. Et du coup, la vraie question, c'est comment on renverse le rapport de force, comment nous, on raconte les histoires, comment on pose les vraies questions. Et en fait, moi, j'aimerais bien que dans un cas où, par exemple, il y a un jeune homme, enfin un jeune enfant qui est tué par la police, au lieu qu'on invite des responsables de gauche pour leur demander si on condamne ou pas le fait que d'autres jeunes qui eux-mêmes se sentent en colère face à cette injustice, et qu'on invite des responsables progressistes en leur disant « Attendez, mais vous condamnez ou pas ? Est-ce que vous condamnez ce petit libraire qui a été vandalisé ? Est-ce que vous condamnez ça ? Est-ce que vous condamnez ça ?» Comment ça se fait qu'après qu'un jeune de 17 ans se fasse tuer par la police, que ce soit filmé, comment ça se fait qu'après ça, ce ne soit pas tous les responsables, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui soient invités sur les plateaux télé pour qu'on lui dise comment c'est possible aujourd'hui que des jeunes se fassent tuer par la police, comment ça se fait que depuis la loi Cazeneuve, le nombre a été multiplié par 10 ou je sais pas, comment on fait dans la loi pour que la police puisse être protégée et protéger les jeunes et qu'il n'y ait plus ou d'autres jeunes qui aient peur de la police, partent en scooter et se tuent. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que ce ne soit pas dans ce sens-là que les questions se posent? Et ça, pour moi, c'est la question, c'est comment ça se fait aujourd'hui que quand il y a une catastrophe naturelle, catastrophe amplifiée par le dérèglement climatique, comment ça se fait qu'on n'ait pas nos responsables politiques et qu'on demande des comptes, mais en fait qu'après on dise aux écolos ah oui, comment il aurait fallu faire, et puis mais vous êtes peut-être un peu trop radicaux, et comment vous expliquez que les gens ne vous écoutent pas, comment vous expliquez que les gens ne vous entendent pas? En fait, enfin, j'aimerais bien qu'à un moment le truc se retourne, quoi, mais aujourd'hui malheureusement j'ai pas la solution. Je peux partager l'analyse, mais j'ai pas la solution. En tout cas, je pense vraiment que si on prend le temps de regarder les politiques qui sont mises en place par les écologistes quand ils sont au pouvoir et qui mettent en place des politiques écologistes, ce ne sont pas des politiques qu'on pourrait qualifier d'écologie punitive. En fait, je crois qu'il n'existe pas d'écologie punitive. Quand c'est vraiment de l'écologie, c'est pas punitif. C'est l'absence d'écologie en général qui est punitive. Tous ceux qui vivent le plus proche du périph', qui sont les plus pauvres et les plus relégués à la marge, et qui ont je sais pas combien d'espérance de vie en moins parce qu'ils vivent dans des quartiers pollués, c'est l'absence d'écologie qui est punitive pour elles et eux. Et par ailleurs, une bonne illustration de ça, c'est que Éric Piolle, dans sa ville, qui met en place une politique écologiste depuis qu'il est arrivé en 2014, quand il est à nouveau candidat en 2020, non seulement les gens revotent pour lui, mais il a plus de gens qui votent pour lui qu'à la première élection. Ça veut dire que les gens sont contents de ces politiques écologistes,
Et d'ailleurs, je crois que c'était notamment dans les quartiers dits populaires qu'il a gagné en nombre de voix. Je pense que c'est une bonne illustration du fait que non seulement l'écologie, elle n'a pas l'air de punir les gens, et en plus, ils en redemandent pour en avoir plus. Alors peut-être que notre enjeu aujourd'hui, c'est comment on raconte ça au-delà du niveau local et comment on réussit à raconter quelle est notre écologie, en fait, ou qu'est-ce que c'est l'écologie. Bah justement, parlons-en. Et peut-être pour finir, en effet, il y a beaucoup de mairies qui ont été gagnées par les écologistes aux dernières élections en 2020 parce que Piolle à Grenoble, il faisait figure d'exception en 2014. Il y a eu notamment 7 villes de plus de 100 000 habitants qui sont devenues écologistes. Est-ce que tu peux nous partager des actions concrètes écologistes intéressantes qui ont été menées ou dresser, en tout cas avec quelques années de recul, un premier bilan critique de cette action qui est menée au niveau municipal quand on a cette force après avoir gagné les élections? C'est super ambitieux parce que déjà, ça fait que 3 ans. Et quand on arrive dans une mairie, il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées, qu'on est en train de mettre en place ou parfois dont on essaye de se sortir parce que ça avait été mis en place avant. Je pense que c'est difficile de voir déjà des changements concrets dans le fonctionnement de la ville ou l'aménagement de la ville. Et par ailleurs, moi, j'ai pas fait d'études spécifiques du bilan de mes mandats de tous les maires écolos. Mais qu'est-ce que je peux trouver de concret et qui parle à tout le monde? Parce qu'en vrai, le stationnement des voitures, c'est pas forcément un truc qui va faire que les gens vont se dire « Ah ouais, trop bien, il me faut des écolos partout ». Je pense qu'en vrai, moi, le bilan écolo dont je suis le plus proche, en fait, paradoxalement, c'est le bilan des adjoints écolos à la mairie de Paris, parce qu'en fait, c'est aussi là que je vis. Et en fait, l'évolution de l'espace pour le vélo et de à quel point c'est agréable et sécurisé et confortable de faire du vélo à Paris, enfin, c'est quand même... la vie a changé. Je pense que tu prends un Parisien qui n'est pas revenu à Paris depuis 10 ans et qui revient maintenant. Le confort quand on fait du vélo, quand on se déplace à Paris, en fait, je vous invite à venir à Boulogne pour voir la différence. Moi, à chaque fois que je traverse Paris à vélo, que je reviens dans ma ville à Boulogne, qui est une ville qui a décidé de ne surtout pas avancer sur le vélo, et tu vois comment c'est depuis 10 ans quand ça n'avance pas. Moi, ça, c'est le bilan, je trouve, le plus physique qu'on voit pour les gens. Et je pourrais parler aussi, je pense, du bilan écolo de ma ville. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des écolos partout, ça force aussi... En fait, l'espèce d'attaque coordonnée de tout le gouvernement sur les écolos quand les écologistes sont arrivés au pouvoir, c'est pas que les écolos, ils sont nuls et qu'ils savent pas faire de la com, et que c'était scandaleux qu'à Lyon, ils mettent du végétarien à la cantine. Enfin, je veux dire, c'est pas les écolos qui merdent, en fait. C'est comme pour l'écologie punitive. Hein. C'est pas parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire. C'est juste parce que d'un coup, la droite a eu peur du fait qu'on puisse prendre des grandes villes. Et du coup, on est devenu aussi l'ennemi à abattre. Et en fait, chaque mot qu'on pouvait dire était extrait de son contexte. Et c'était des semaines de buzz négatif, en vrai. Moi, je pense que si on a fait une erreur à ce moment-là, c'est peut-être d'avoir eu peur et de ne pas assumer. En fait, je pense qu'on aurait plutôt dû dire oui, je pense que c'est pas forcément pertinent de couper un grand arbre pour le mettre sur la place de Bordeaux et donc en fait il y aura un autre sapin et c'est pas grave en fait, les gens ils oublient et ça passe. Je pense quand on commence à dire désolé pardon je suis nulle, c'est un peu perdu. Mais au-delà de ça, je pense que voilà, les écolos sont arrivés, ça a fait peur à tout le monde, du coup tout le monde s'est pris une polémique gratos même en faisant rien. Et ça veut dire que ça faisait peur en fait à la droite. Et ça force aussi beaucoup de maires qui n'avaient pas l'écologie dans leur radar, c'était pas un sujet pour eux. Ils se sont dit, ah ouais, maintenant l'écologie ça devient un truc, ils peuvent même gagner des villes. Et moi, mon maire, pour la première fois, il avait une candidate écolo parmi les gens qui étaient candidats pour prendre la mairie. Alors forcément, il ne me prenait pas trop au sérieux. La première fois qu'il est venu me voir, il a dit « Ah, alors c'est vous la candidate écolo ?» Je fais « Oui, bonjour monsieur le maire. » Et il me dit « Ah, vous pourriez avoir l'âge de ma fille. » Oui, vous avez exactement l'âge de mon père. Il était un peu vexé. Mais en fait, ça le forçait quand même. D'un coup, il y a 2 écolos qui rentrent à son conseil municipal, qui lui parlent du sujet écolo à chaque fois, qui gueulent quand ils sont pas contents. Et pas de chance, quand il leur coupe le micro, après ça fait 2 millions de vues et hop, plus de followers sur les réseaux sociaux que sa propre mairie. Donc forcément, ça le force à avoir une attention à ces sujets-là. Et les écolos à Boulogne, je pense que dans plein de villes, en fait, ça a renforcé aussi le pouvoir des écolos. Mais par exemple, à Boulogne,
Ça fait très longtemps que les écolos, ils rêveraient que la ville passe à 30 km/h. Parce qu'en vrai, dans les villes, ça sert à rien de pouvoir aller à 50. La plupart du temps, tu es à moins de 50. Le fait que la limite de vitesse soit à 50 fait juste que ça permet des accélérations à des moments et potentiellement plus d'accidents. Et en fait, un accident à 50 ou à 30, c'est pas du tout le même risque pour la personne renversée. Et par ailleurs, ça change la manière dont tu peux partager la route avec les vélos. Si les voitures peuvent aller à 30 max, c'est beaucoup plus facile de partager la route que quand les voitures peuvent rouler à 50. Et bien là, victoire incroyable, la ville de Boulogne est passée à 30 km/h. C'est pas nous qui avons gagné ça. D'ailleurs, ça a été décidé au niveau au-dessus, à l'espèce de regroupement de communes GPSO, Grand Paris Seine-Ouest. Mais en fait, ça, c'est aussi le résultat de 40 ans d'écolos qui disent qu'il faut qu'on passe à 30, de gens qui se mobilisent pour qu'il y ait un meilleur partage de l'espace public, etc. Et je pense que ça s'inscrit aussi dans ce truc où tu as l'impression que tu gagnes jamais, mais en fait, un jour, bam, c'est bon, la ville est passée à 30. Et donc, il y a plus d'espace pour les vélos. Et d'ailleurs, il y a une grande route aussi qui va être réaménagée avec des pistes cyclables. Et donc, à Boulogne, bon, on est loin d'être une ville écolo, mais il y a quand même une prise de conscience de l'écologie et des discours sur l'écologie et énormément de choses pour lesquelles le maire va mettre en avant à quel point c'est écolo et à quel point on fait tout bien. Vous voyez, Madame Rapilliferno, vous nous critiquez tout le temps, mais regardez comme on est bien sur l'écologie et tout. Et ça, c'est du coup des espèces de victoires de l'écologie, même là où les écolos ne sont pas, grâce quelque part aussi à nos maires écolos qui ont pris des villes et qui ont montré que maintenant, en fait, nous aussi, on était un peu dans la cour des grands et qu'on était capable de contribuer à prendre Marseille, d'être à Poitiers, d'avoir Lyon, la métropole de Lyon, et qu'en fait, potentiellement, il y a d'autres maires à un moment qui vont aussi se retrouver à avoir peur de perdre leur ville, ou d'autres habitants qui vont se dire mais ça a l'air pas mal de vivre dans une ville écolo, en fait. Pauline Rapilliferno, merci. De rien, merci.